Il y a quand même cette vraie volonté des banques d'être un acteur de cette économie-là. Il y a le prévisionnel de trésor, on ne va pas du tout passer à côté, ça va être vraiment regardé de très très près, ça c'est vraiment important. Ça c'est vraiment majeur parce que c'est de se dire, est-ce que l'innovation, elle sert vraiment un marché et un besoin? Il y a un enjeu de garantie pour les banques qui est majeur parce qu'elles ne vont pas financer un projet sans avoir aucune garantie. Et malgré tout, c'est bien ce qui fait aussi aujourd'hui, et tout le monde en est conscient, la force effectivement de la France, sa capacité à innover. C'est un trop gros raccourci de se dire je lève et je vais aller chercher effectivement la même somme en dette. C'est ce qu'on entend beaucoup. Bonjour Sylvaine. Bonjour Florence. Merci d'être venue sur ce podcast. Merci à toi pour avec plaisir. Ça fait longtemps que je t'attends, en fait. Et j'avais envie de t'inviter parce que y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le financement des deep tech et leur croissance, c'est du rôle des banques. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai souhaité te faire venir, puisque on est dans un moment de la croissance et de l'émergence des deep tech qui est quand même assez particulier en France. Des sujets très très soutenus par nos politiques nationales, européennes, et pourtant, cette année plus que jamais, des grosses tensions sur leur financement, notamment des fonds privés. Et les banques aujourd'hui ont un rôle quand même assez stratégique pour faire émerger nos champions nationaux. Et donc j'avais envie qu'on aborde ce sujet pour permettre à ceux qui nous écoutent, donc des directeurs d'investissement de fonds, des entrepreneurs en devenir et en croissance, de comprendre comment fonctionnent finalement ces acteurs-là vis-à-vis du financement de ce type de projet bien particulier. Et j'ai trouvé que tu étais quand même la mieux placée pour le faire, puisque c'est ton travail au quotidien. Alors, je vais commencer par une question ultra complexe. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer quel est ton métier et aujourd'hui, comment tu interagis justement avec tout cet écosystème? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis directrice du financement bancaire chez Dinergy, donc cabinet de conseil en innovation. J'ai passé pas mal de temps dans les banques, plus de 20 ans, à financer des projets d'abord traditionnels et avant de plonger dans le grand bain de l'innovation, donc à financer des projets innovants. Et ça, c'est un métier vraiment à part dans les banques avec des personnes dédiées, mais on y reviendra. J'ai fait un petit pas de côté il y a 3 ans, effectivement, puisque Dinergy m'a tendu une feuille blanche pour pouvoir amener cette expertise justement en complémentarité de ce qu'il y avait déjà côté aide publique et voilà, subvention, appel à projet, etc. Ça m'a semblé hyper intéressant de venir apporter la solution complète et de venir aux côtés des entrepreneurs, là, pouvoir voir combien ils sont en capacité de se faire financer auprès des banques et puis bien sûr de l'opérer en direct parce que c'est pas le plus simple de calibrer. Derrière, il faut faire aussi, trouver les bons acteurs et aller jusqu'au bout, aller jusqu'aux accords. Et c'est effectivement notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir les aider à mener jusqu'au bout ces projets d'envergure. Et justement, quelle est la différence entre finalement être experte au sein d'une banque pour accompagner ses acteurs, donc en propre, et finalement passer dans un autre rôle qui est un peu différent, c'est celui de conseil. Qu'est-ce que ça a changé vraiment profondément dans ton métier entre Sylvaine chez BNP, il me semble que tu étais chez BNP, et Sylvaine aujourd'hui chez Dinergy? Alors profondément, je ne sais pas si je le dirais comme ça, parce que j'ai toujours eu cette âme vraiment, vraiment le sens du client et du conseil très ancré. Donc c'est vrai que le petit pas de côté, comme je disais, il est quand même assez rapide. C'est vraiment cette envie quand même vraiment qui est très prégnante d'accompagner ces projets qui sont pas simples. Ça demande quand même vraiment beaucoup d'engagement, d'énergie, etc. Parce qu'on n'est que sur des projets atypiques. Donc par essence, c'est pas simple. Et quelque part, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. J'aime effectivement être challengée là-dessus et challenger à mon tour effectivement les banques pour arriver à trouver les meilleures solutions pour ce type de projet atypique. La différence, c'est qu'effectivement,
Je viens chercher cette solution globale. Donc, c'est vraiment cette coordination entre tous les acteurs et le fait d'arriver à une solution en fait qui soit complète, cohérente et complémentaire en fait, et tout fonctionne correctement, y compris avec, on en parlait tout à l'heure, ce volet aide et puis effectivement l'intervention de BPI. Donc, on arrive vraiment à une solution complète qui permet d'aller faire la suite et non pas une seule solution bancaire, sachant que les banques agissent jamais seules. Donc même en tant que banquière, quand c'était mon métier, je ne le faisais jamais seule sur ce type de sujet. Mais c'est plaisant de se dire, ça, c'est bouclé en totalité. Voilà. Alors, quel est ton constat aujourd'hui sur cet écosystème? Parce que je dirais, quand on n'en fait pas partie, je dirais d'un point de vue expertise, on voit bien que les banques sont présentes dans la communication, dans cet écosystème de l'innovation. Il y a le Crédit Agricole avec ses villages, BNP avec son Why, on les voit beaucoup sur les événements, à Vivatech. Quel est ton constat aujourd'hui sur le rôle que les banques prennent dans le financement de ces projets innovants qui ont aussi quand même beaucoup changé de nature ces 5 dernières années? Les projets sont très deep tech aujourd'hui, là où il y a peut-être 5-10 ans, ils étaient quand même beaucoup plus numériques, avec même des business plans assez différents, j'imagine des besoins en financement différents. Quel est ton constat? Est-ce que les banques sont au rendez-vous? Est-ce qu'elles se tendent aussi comme les autres? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? Oui, alors c'est sûr qu'en 4-5 ans, les choses ont énormément changé. Il y a eu effectivement l'avant-Covid, après-Covid, ça c'est un fait, mais ça n'explique pas à elle seule la défaillance prononcée en fait des entreprises ces dernières années, pour partie, mais pas que. Quand tu parles de défaillance, tu veux dire quoi? Défaillance, ça veut dire que ne serait-ce que sur 2025, il y a eu 70 000 défaillances au niveau entreprise, ce qui est Toute énorme. entreprise confondue. Alors ça, c'est toute entreprise confondue, mais on parle aussi bien des grosses entreprises, des PME, effectivement ETI, grands groupes, que des sociétés plus jeunes et donc des startups. Mais c'est vrai que le taux de défaillance des entreprises à moins de 3 ans a vraiment monté. Donc l'année dernière, je crois que c'est plus 7% sur l'année. On laissait plus fragile à leur démarrage, donc il y a un point d'attention particulier. Ce contexte globalement assez compliqué, je ne parle même pas du contexte géopolitique et qui n'aide pas non plus, le contexte économique n'est pas simple, fait que forcément les trésors sont plus tendus et que les banques sont particulièrement regardantes sur tous les critères. J'allais dire, comme elles l'ont toujours été, mais il y a aujourd'hui, par exemple, on regarde beaucoup plus une entreprise innovante via la visibilité en trésor qu'elle va avoir. On regarde un peu moins le marché, etc., alors qu'ils sont des critères majeurs, qui restent majeurs, mais il y a le prévisionnel de trésor, on ne va pas du tout passer à côté, ça va être vraiment regardé de très très près, ça c'est vraiment important. On ne finançait pas les deep tech, si on les finançait déjà. Ce qui a peut-être le plus changé, c'est la partie industrialisation. Il y a quelques années, on n'avait pas du tout de projet d'industrialisation sur cette typologie de société. Donc, quand tu parles d'industrialisation, c'est des usines qui se montent. Voilà. OK. Ça, très clairement, c'est assez nouveau. On l'a vu éclore depuis moins d'une dizaine d'années, effectivement. Et c'est vrai qu'avec ce sujet de souveraineté, là aussi, dont on entend parler tant en France que souveraineté européenne, etc., il y a effectivement ce sujet d'industrialisation qui est majeur et qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple, j'allais dire. Est-ce que, même si les banques ont formé des équipes entières à l'innovation, est-ce que ces équipes ont été formées aussi à ces nouveaux enjeux qui sont plus de financer des SaaS avec des modèles en MRR et donc qui sont plutôt de financer des murs, peut-être du CAPEX, etc. Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans les équipes pour accompagner ça? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, toutes les banques au départ ne finançaient pas l'innovation. Il y en a encore, même en 2025-2026, qui lancent leur filière innovation. Et vrai. Pourtant, dans le contexte qu'on connaît, donc il y a quand même cette vraie volonté des banques de faire partie, d'être un acteur de cette économie-là et de pouvoir
participer à leur mesure à ce financement. Par contre, toutes ne financent pas ce type de projet. Il faut déjà effectivement avoir un recul sur la façon dont on les finance. C'est vrai que les projets d'industrialisation, c'est un petit exercice d'équilibriste quand même. Pourquoi ? Parce que du coup, on va devoir financer des énormes besoins. Alors, on parlait de CAPEX, mais il y a vraiment la partie bâtiment, effectivement, mais il y a tout le matériel de production et puis il y a tout ce qui va avec, parce que quand on ouvre une usine, bien évidemment, le nombre d'embauches qu'il peut y avoir derrière, etc., est énorme. Et ce qui peut paraître bizarre, c'est que du coup, pour faire ça, ça veut dire qu'on n'a pas ou peu de chiffre d'affaires à la base. Donc sur quoi on se base pour arriver à financer ça? Donc il va falloir quand même arriver à démontrer autant que faire se peut qu'il y a une traction commerciale. Donc soit avoir un bout de ligne pilote déjà pour pouvoir recueillir en fait des lettres d'engagement en fait de futurs clients, de futurs industriels qui seraient en capacité d'acheter la solution. Par contre, on n'aura pas d'engagement de volume, c'est trop tôt puisque sans outils de production, on ne peut pas avoir d'engagement de volume. Donc sur autant de financement à mettre en place en termes de montant, ça nécessite quand même d'aller piocher un peu dans toutes les poches et de se dire la partie immobilière, j'essaye de la financer souvent par du crédit bail immobilier, la partie investissement matériel plutôt par du crédit bail effectivement mobilier, et toute la partie BFR via des crédits, on va dire, qu'on utilise usuellement pour les sociétés innovantes. Mais il y a tout un tas de critères qui vont être regardés, bien sûr les fonds propres, et donc là c'est vraiment hyper important que l'ensemble des acteurs qui peuvent mettre leur pierre à l'édifice justement sur ce type de financement le fassent. Donc on va avoir toute la partie actionnaire, fonds d'investissement, etc. Et puis on va avoir toute la partie publique. Et bien sûr, toutes les aides et subventions seront bienvenues dans ce schéma de financement. Et les banques prendront leur part et elles le font volontiers. En tout cas, elles s'y emploient. Et justement, parce que ça paraît un peu contre-intuitif, mais je vais quand même te poser la question. Tu nous dis, en fait, elles ont envie, ces banques, de faire partie de cet écosystème et d'y aller, quoi. Pour autant, on est dans un moment où finalement la réussite des projets qu'elles financent n'a jamais été aussi incertaine. On est quand même sur des temps très longs, à la fois de mise en œuvre. Quand on parle de deep tech, c'est quand même des projets qui sortent de technologies brevetées, de la recherche. Donc souvent, entre le moment où on commence à monter sa boîte et le moment où elle génère du cash, il peut se passer même 5 à 10 ans. Donc c'est quand même plus du tout les mêmes temps que ce qu'on a connu. On a aussi vu des gros échecs récents, que je ne citerai pas, qui ont coûté de l'argent à tout le monde. Pourquoi, malgré ça, c'est important pour les banques traditionnelles de faire partie de cette aventure-là, selon toi? Parce que ça correspond pleinement, enfin, c'est le monde économique d'aujourd'hui. Donc, l'innovation, de toute façon, on en voit partout. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à financer quand c'est au sein d'un grand groupe qui a déjà effectivement son assise, sa rentabilité, etc. Voire les moyens en autonomie, effectivement, de rajouter une brique innovante sur son projet. Et malgré tout, c'est bien ce qui fait aussi aujourd'hui, et tout le monde en est conscient, la force effectivement de la France, sa capacité à innover. C'est pas pour rien qu'on a souvent des demandes de sociétés d'ailleurs implantées à l'étranger et qui souhaitent venir en France. Donc c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Mais on sait que les dispositifs en France sont très intéressants par rapport à ça, par rapport au crédit d'impôt recherche qui est majeur, par rapport, on le disait, aux aides et subventions, par rapport au fait qu'il y a déjà pas mal de sociétés qui sortent de spin-off, donc hyper intéressants parce qu'elles sont très costauds, effectivement, sur la partie innovation, produits, propriété intellectuelle, etc. Malgré tout, il faut pouvoir les financer. Et c'est bien comme ça qu'on avance sur certains sujets. Les sujets sont variés, mais tant sur l'aspect médical, etc. Enfin, c'est la grosse force de frappe de la France. Et à ce titre-là, c'est intéressant et j'allais dire logique que les banques puissent prendre leur part dans le schéma. C'est ce qu'on leur demande en tout cas.
Alors justement, pour être assez concret, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans nos métiers, sur tous ces sujets-là. On fait quand même le constat que, historiquement, hein, la culture, c'est quand même d'aller courir sa levée de fonds. On est sur du roadshow, levée de fonds. C'est un petit peu le buzzword qu'on entend tout le temps, y compris dans le cadre des deep tech. Euh, Sachant que les premières levées sont souvent un peu plus importantes parce que les besoins en financement sont aussi plus importants, on entend un peu moins parler euh, de ce sujet des banques. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça arrive souvent après, dans la réflexion. On cherche ses fonds privés et puis après, on va voir son banquier sans se poser beaucoup plus de questions. Est-ce que c'est un constat que tu partages aussi? Et est-ce que c'est la bonne manière, finalement, d'aborder les choses euh, pour finalement structurer un plan de financement cohérent, ambitieux, qui va venir accompagner chaque stade de développement de la boîte? Alors, je pense que ça dépend vraiment de l'écosystème dans lequel évolue la société, parce qu'il y en a qui savent très bien dès le départ qu'ils seront en capacité d'aller chercher de la dette et où ils pourront aller la chercher, etc. Et puis pour certains, c'est là où c'est vraiment important d'être entouré et puis d'aller chercher les bonnes pratiques pour pas perdre de temps, pour pouvoir y aller. Justement, c'est de se dire, je l'intègre pleinement dans mon plan de financement global. Mais par contre, il faut assurer ses arrières, c'est toujours pareil. La difficulté, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est quand même de calibrer ce qui est possible d'aller chercher au niveau bancaire. Et ça, c'est compliqué d'aller voir son banquier sans trop savoir quoi demander, combien on peut aller chercher, à quel moment, etc. Bon, le moment, il est assez évident, c'est que il faut le coller le plus possible à la levée de fonds. Il faut le faire en même temps. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir pris les devants et d'avoir un tout petit peu anticipé. Et malgré tout, la levée de fonds elle-même conditionne complètement ce qui est possible côté dette bancaire, tant en termes de montant qu'en termes de composition de la table de capitalisation. Parce que du coup, ça va être important en fait d'arriver à déterminer en fait les étapes qui sont à couvrir dans ce plan de financement. Je pourrais te prendre comme exemple une course de haie ou une course de saut d'obstacles. Tu choisis ton sport, mais c'est de se dire on va d'un point A à un point B. On a des obstacles à passer au milieu de tout ça. Et malgré tout, donc ces obstacles, c'est à la fois, par exemple, de la R&D, des jalons technologiques à passer. Ça peut être du réglementaire, de l'API. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce laps de temps. On a une trésor, du coup, un compteur temps qui tourne avec une trésor qui, qui baisse inexorablement. Et c'est de se dire, quand je vais arriver à mon point B, qui peut être soit une autre levée de fonds, soit effectivement un moment où l'entreprise va passer à l'équilibre parce qu'elle a commercialement atteint les jalons aussi qu'elle voulait atteindre, du coup, elle va pouvoir enclencher sur la suite. Mais il faut qu'elle ait le temps de le faire. Donc, c'est vraiment important à l'intérieur de se dire que représente la dette, combien je peux aller chercher. Et dans ce plan de financement, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui pourra servir de bonus le cas échéant. Je pense à des concours spécifiques qui pourront aussi apporter des subventions, etc. Et qui pourront rallonger ce temps-là. Mais il faut se dire, si je ne les ai pas, comment je gère ce budget pour arriver à aller lever des fonds sur l'étape d'après. Et donc, qui sont mes actionnaires ? Qu'est-ce qu'il aura fallu que j'ai prouvé entre-temps commercialement ou technologiquement, si j'en suis pas encore au stade commercial, pour aller lever les fonds d'après. Donc ça, hyper important en fait d'avoir bien en place ce schéma. Mais comment tu fais quand tu es entrepreneur? Parce que bon, il y a le schéma de levée de fonds, tu vas pitcher ta levée de fonds, il y a quand même un côté roadshow, tu es hyper préparé. Est-ce que tu racontes la même chose au fond qu'à une banque, que ce soit dans le projet ou dans le détail du projet que tu nous donnes quand même assez détaillé, et dans les BP aussi que tu présentes? Parce que c'est quand même pas le même pari, hein, le fonds d'invest, lui,
ils misent quand même sur du 9 sur 10 qui se plante en misant sur un grand champion. Je schématise un peu. Quand la banque, elle, est plus dans une mesure de risque, j'ai le sentiment, hein, mieux maîtrisée un peu partout. C'est quoi la différence entre ce que tu vas raconter à des banques, une ou plusieurs d'ailleurs, et finalement un fonds? Oui, alors c'est un peu différent et à la fois il y a pas mal de similitudes. C'est-à-dire que dans les critères d'analyse eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec l'étude des fonds sur un dossier, à savoir, ça va être hyper important déjà, qui sont les hommes, quelle est l'équipe, comment elle est constituée, qu'est-ce qu'ils sont individuellement en capacité de faire dans la structuration actuelle et comment va se structurer l'entreprise dès lors que la levée, par exemple, aura été faite et qui aura eu ces fameux moyens dans ce plan de financement. Donc, comment ça va se structurer? Est-ce que j'ai déjà les hommes? Est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que je dois les recruter, etc. Ça, c'est majeur, c'est vraiment la base. Au-delà de ça, sur la partie entourage de ces hommes, c'est qui est l'écosystème et ce qu'on va appeler les tiers de confiance. C'est là où les fonds, pour le coup, pour les banques, vont faire partie de ces tiers de confiance, c'est-à-dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils amènent, est-ce Quel est qu'ils leur track amènent record? voilà, ou est-ce qu'ils amènent un carnet d'adresses, ou est-ce qu'ils sont hyper spécialisés et que du coup ça vient me guider sur la techno elle-même, par exemple, au niveau client. Mais sinon, voilà, le fameux essaimage depuis les labos, tout ce qui est pôle de compétitivité, etc. Comment sont Mmh. entourées ces sociétés? Est-ce qu'elles ont été incubées, accélérées, etc. La partie innovation, bien sûr, est majeure, puisque là, c'est central. C'est que pourquoi on a besoin de tous ces fonds? On est quand même sur des sujets de R&D. Donc, quelle est l'innovation? Comment elle est protégée? Quel stade de Mmh. maturité? Les fameux TRL, etc. Donc, tout ça est regardé de très près par les banques pour comprendre aussi l'adéquation entre la roadmap technique et les besoins qu'il va Mmh. falloir en face. Mmh. Donc, est-ce que c'est des hommes sur la partie technique? À quel moment j'enclenche sur la partie commerciale? Ou alors, est-ce que c'est pas tout de suite? Voilà. De quoi j'ai besoin pour me structurer et avancer correctement là-dessus? Et puis, bien sûr, on va avoir besoin de cette vision marché. C'est bien d'avoir une super techno, mais est-ce qu'il y a des clients derrière? Est-ce qu'il y a des besoins? Mmh. Au-delà de ça, la fameuse traction commerciale. Donc, est-ce que j'ai un marché identifié? Ce marché, il a quelle profondeur? Et comment je fais pour l'adresser, mon modèle économique, etc. Et effectivement, est-ce que je suis déjà en capacité de prouver? Ça peut être par des co-développements au départ. Il y a des fois, effectivement, des industriels qui ont des besoins spécifiques, qui vont aider l'entreprise d'ailleurs à faire un virage parce que du coup, ils vont avoir identifié une solution à Mmh. apporter précisément pour un besoin. Donc tout ça, c'est hyper important. Et Donc tout malgré ça, c'est tout, des choses que les banques regardent, c'est-à-dire vraiment les preuves de traction, de oui, collaboration. ça c'est vraiment majeur parce que c'est de se dire, est-ce que l'innovation, elle sert vraiment un marché et un besoin? Encore une fois, on peut avoir des sociétés sur lesquelles qui ont fait 10 ans de recherche sur un sujet. Si, soit parce que l'offre n'est pas claire ou pas adressable directement à un marché, je m'explique, parfois il peut y avoir besoin plutôt qu'une techno de vendre quelque chose qui va pouvoir se mettre en plug and play pour répondre à un besoin spécifique sur une ligne de production industrielle. Et ça sera plus facile de l'adresser avec une solution clé en main qu'une techno qui se mettrait Mmh. dans du matériel, par Mmh. exemple. Par contre, pour répondre à ta question sur le fameux business plan et Le fameux la façon dont il est interprété, c'est vrai que là où les fonds vont avoir envie d'avoir les yeux brille, qui brillent voilà. et se dire à quel moment mon marché va vraiment décoller, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette société et combien, in fine, je vais pouvoir la valoriser, etc. Qu'est-ce que je peux lui ouvrir comme porte pour qu'elle accélère? Les banques ont forcément, alors ça se comprend en regardant un bilan, hein, les fonds investissent en haut de bilan et les banques en bas de bilan. Elles vont pas prendre le même risque sur une dette que sur un actionnaire. Elles n'auront pas non plus la même rémunération. Et du coup, elles vont avoir besoin de regarder comment ça se passe sur quelque chose de plus prudentiel et Mmh. raisonnable ou réaliste, comme on veut, et de se dire
Si tout se passe pas comme prévu, quelles sont les marges de manœuvre que j'ai? Si technologiquement j'ai du retard sur ma R&D, si commercialement j'arrive pas à vendre aussi bien que prévu, comment ça va se passer? Et le sens de leur intervention, il est bien comme ça aussi, c'est d'amener de la marge de manœuvre sur ce fameux plan de financement initial, et avec un objectif vraiment affiché, d'être là aujourd'hui et demain en partenaire sur la viabilité de la société. Donc elles ont vraiment envie, une fois qu'elles s'inscrivent dans la dette dès le départ, d'accompagner. C'est quand même du main dans la main, c'est de se dire je suis là, j'ai pas envie de vous lâcher et je vais tout faire pour. Mais du coup, pour ça, il faut qu'on fasse les choses de manière cohérente pour la viabilité de la société. Elle n'est pas là pour jouer une fois et apporter une réponse immédiate à une solution, mais qui ne serait pas pérenne. Ce qui fait qu'il y a un vrai travail post-dette d'accompagnement aussi de la société dans sa stratégie, dans sa capacité de la banque à mettre en relation, à aider le projet dans sa croissance. Ils le font vraiment? Oui, si le chargé d'affaires, là, c'est une histoire de personne. Je provoque. Mais non, mais c'est une histoire de personne aussi. Je pense que toutes les banques ont à partir du moment où elles disent oui sur un projet, c'est vraiment ce oui qui dit c'est vraiment pour vous accompagner dans la durée, et c'est comme ça qu'elles s'affichent. Elles veulent être, et elles le sont de toute façon, parce qu'une fois qu'il y a le crédit en place, coûte que coûte, elles sont liées. Donc après, il faut trouver les solutions. Donc elles ont très envie de effectivement mettre en relation avec les bons interlocuteurs, ouvrir, donner les solutions. Par exemple, quand il y a une croissance à l'international, c'est intéressant pour elles, et elles ont les services dédiés pour pouvoir apporter du coup de l'aide pour que tout se passe le mieux possible dans les conditions les plus optimales pour pouvoir le faire. Et tu disais tout à l'heure que ce qui sécurise finalement la banque, c'est le fait qu'un fonds soit là. Est-ce qu'il y a l'inverse aussi? Est-ce que le fait d'aller, par exemple, sonder ça ou ces banques sur la structuration d'une dette, est-ce que ça peut, en ce moment, en tout cas, avoir aussi un effet réassurant sur les fonds dans le cadre de leur prise de décision à eux? Est-ce que ça se joue aussi dans l'autre sens? Oui. Tout ça? Oui, et Le fait de convaincre une banque, c'est comme... Ça me paraît presque un peu plus dur que de convaincre un fonds, mais peut-être que je me trompe. Je me dis ça a quand même du sens pour un fonds de se dire qu'une banque va suivre. Oui, les deux sont très, très complémentaires. D'abord parce que ça amène du cash dans la société, et donc du temps. C'est ultra important en fait pour les fonds de ne pas se retrouver seuls, et parce que souvent dès le départ ils ont eu effectivement la vision du fameux projet avec tout ce qu'il y a à faire. Le fait de pouvoir inclure une dette là-dedans permet effectivement de délivrer toutes les facettes du projet, alors que effectivement si dans le projet initial qui a été présenté, le dirigeant derrière ne va pas chercher cette dette qui était liée, c'est en termes de trésor, forcément, c'est plus court. Et du coup, on arrive à des périodes où certains jalons techniques n'ont pas été validés. Il faut relever des fonds, on n'a pas été en capacité de prouver, la valorisation du coût est moins bonne, etc. Donc oui, ça vient rassurer, parce que d'abord, c'est de nouveau un œil d'expert qui se pose sur le dossier, et qui effectivement étudie de très près le business plan et la vision en trésor, etc. Et puis ça amène de la souplesse, bien évidemment. Et alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, je monte une deep tech, je vais aller chercher mon premier million, voilà, aller deep tech dans l'agro, par exemple. Ce premier million, comment il peut se décomposer dans un monde où il y a BPI, dans un monde où il y a de la levée de fonds privés, et dans un monde où il y a des banques qui, en fait, financent quoi? Alors, il y a toujours un triptyque qui se met en place. Donc, il y a la partie, effectivement, fonds propres, et ça, on n'y dérogera pas. Et encore moins aujourd'hui qu'hier, mais globalement, c'est majeur. Ça a toujours été vraiment
le point de départ. C'est la base pour les financements publics aussi. Hein. Mais c'est la base. C'est-à-dire que de toute façon, sans fonds propres, on ne peut rien faire puisque d'abord, la banque n'a pas le droit de prêter effectivement pour des entreprises qui n'ont pas les fonds propres suffisants. Et donc, d'où ils viennent ces fonds propres pour ceux qui démarrent? Eh ben, pour ceux qui démarrent, alors il y a tout ce petit mécanisme de effectivement levée de fonds successives, alors qui est d'abord de l'argent privé des fondateurs, et puis effectivement ce qu'on appelle de la love money qui va correspondre au cercle proche. On va après être sur des business angels, souvent personnes physiques, et puis de manière un petit peu plus structurée. Alors, il ne faut pas avoir peur de le faire par petites étapes. Hein. Ça, c'est vraiment majeur. C'est-à-dire que ces étapes du démarrage vont aider aux étapes d'après. Il ne faut pas vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre et se dire tout de suite, je vais faire une grosse levée, parce que ce n'est pas possible. Parce que techniquement, souvent, on est trop loin du sujet. Donc, ces petites étapes sont nécessaires pour arriver à faire ricocher et aller chercher les fonds. Mais en tout cas, les fonds propres, quelles que soient les étapes de financement, donc 1 million, souvent, c'est qu'on est un peu plus loin que... On n'est pas sur l'early. On n'est pas sur le too early, mais effectivement un tout petit peu plus loin. N'empêche que cette règle va rester la même pour tous. Sans fonds propres, pas de financement. Par contre, la subtilité, c'est qu'à l'intérieur des fonds propres, on va pouvoir intégrer aussi toute la partie subvention. Donc là, c'est vraiment intéressant d'aller, effectivement, donc BPI est un acteur majeur incontournable, effectivement, sur ce type d'activité. Et donc BPI va pouvoir intervenir parfois en subvention, parfois en aide, alors au sens large, qui peuvent être un mix de subventions et d'avances remboursables, et puis parfois en prêt. Donc, suivant où on va se situer... Et qui peuvent venir servir le fonds propre. Et voilà, la partie subvention va être complètement intégrée dans la partie fonds propres, puisque acquise. La partie avance remboursable, un peu moins, puisque comme son nom l'exige... elles doivent être remboursées. Elles doivent être remboursées un jour. Ouais. Après, tout dépend aussi de la maturité, etc. Donc, c'est intéressant, en fait, de se dire à quel moment on examine le dossier. Est-ce que l'avance remboursable, elle est mise en place concomitamment à la dette, ou est-ce que c'est une avance remboursable qui était déjà là il y a quelques années et qui, du coup, va être remboursable en même temps que la partie dette bancaire. Et dans ce cas-là, effectivement, elle est considérée intégralement comme de la dette aussi. Voilà. Donc, et là-dessus, les banques, une fois qu'elles ont fait toute leur petite analyse et de se dire, bon voilà, il y a de la sub, il y a de l'aide, c'est quoi comme aide, quand est-ce qu'elle doit être remboursée, et du coup, qu'est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'il y a en même temps, effectivement d'ailleurs, du prêt complémentaire de BPI qui est mis en place, ou du prêt d'honneur qui est encore un autre sujet, petit peu à part. Et dans ce cas-là, elle se dit combien je peux mettre en place au niveau bancaire. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une vraie ingénierie financière à mettre en place en amont pour structurer en fait ces fonds propres. Oui. Ces fonds propres qui vont être la base qui permet en fait demain d'aller structurer une dette crédible et suffisante pour abonder une levée. Qu'est-ce que ça finance une dette par rapport à ce que finance un fonds ? Oui, comment on utilise cet argent ? Ce que tu viens de dire déjà m'interpelle. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que on part bien de ce fameux besoin là dont on a parlé tout à l'heure pour se dire ok, et ça comment je le construis, et non pas l'inverse de se dire je vais faire une levée sur tes 1 million par exemple de 300 000 euros et derrière il me faut trouver les 700. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui le raisonnement, tu vois, on entend beaucoup oh là là, l'effet magique, je lève 1 million et je peux aller chercher 1,5 ou x2 en dette ou en PPI, etc. Mais ce que tu nous expliques, et c'est bien l'objectif de ce podcast, c'est que c'est pas si magique que ça. Non. En fait, il y a un vrai travail en amont quand même de venir structurer son projet, de le sécuriser avec ce qui peut exister en fonds propres pour pouvoir ensuite avoir un projet qui est crédible dans sa structuration, quoi. Oui, c'est un trop gros raccourci de se dire je lève et je vais aller chercher effectivement la même somme en dette. C'est ce qu'on entend beaucoup. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées déjà, sur les subtilités en fait de l'ensemble des dispositifs, sur le fait aussi qu'il ne soit pas forcément acquis au moment où on va solliciter la dette, et donc ça, on va l'intégrer. Et puis, on va regarder vraiment, évidemment, ça va beaucoup dépendre des secteurs d'activité, on va regarder où on en est. Donc,
la part de R&D restante, on ne va pas financer de la même façon une société sur laquelle il reste encore vraiment beaucoup d'années de R&D et qui n'atteindra pas son équilibre avant 2029 ou 2030, et une société qui est tout proche de la commercialisation et qui est en capacité de le prouver. Donc ça, déjà, c'est vraiment important de se le dire. Et donc, c'est autant de cas, c'est ce qu'on disait, de cas de figure différents en fonction du secteur d'activité, de la société qu'on a en face, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle finance Que ne finance pas le fonds privé? Oui. Alors, la souplesse quand même de la banque, alors hormis le projet d'industrialisation dont on a parlé précisément, et qui fait qu'on va vraiment aller affecter une dette à un besoin précis pour que ça colle le plus possible à une durée qui est logique. On disait achat de bâtiment, c'est sûr qu'on ne va pas le financer sur 3 ou 4 ans. On va devoir aller chercher un financement qui va être sur une durée plus longue, par exemple. Et puis, il y a une histoire de garantie aussi. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tout ce détail aujourd'hui parce que ça peut être complexe, mais ce qui est important, c'est que sur les projets où il y a des gros capitaux, il y a un enjeu de garantie pour les banques qui est majeur parce qu'elles ne vont pas financer un projet sans avoir aucune garantie. C'est quoi les garanties concrètement? Ça peut être des garanties réelles, on le disait sur la partie bâtiment matériel, mais sinon, concrètement, on est plus sur des contre-garanties, souvent de la part de BPI, qui encore une fois est dans la boucle et qui vient bien aider à la manœuvre, effectivement, pour que les prêts puissent se mettre en œuvre, complétés par une garantie annexe. Et ça, c'est toi qui vas chercher BPI à certains moments dans les dossiers pour justement obtenir cette garantie? Alors, c'est systématiquement, toutes les banques vont se contre-garantir, souvent auprès de BPI. Ça peut être aussi auprès du FEI en fonction des accords Le FEI, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Du Fonds européen d'investissement, voilà, qui est effectivement une autre possibilité de garantie. Donc après, voilà, il y a la petite tambouille interne des banques, mais en tout cas, c'est en termes de pourcentage de garantie, etc., et de nombre de banques autour de la table. Mais par contre, c'est les banques en direct et non pas le client qui vont chercher effectivement les contre-garanties nécessaires pour pouvoir octroyer leurs prêts. Ça, c'est quand même un petit peu... alors, ça compte bien sûr dans le process de décision, mais c'est plutôt une fois qu'elles ont acté le fait qu'elles pouvaient financer ce type de montant, elles vont chercher les garanties qui vont bien pour finaliser le process. Et du coup, qu'est-ce que ça finance? Du coup, c'est là la souplesse en fait que offrent les banques sur ce type de financement. C'est que, on parlait du besoin de financement global, quand elles vont mettre à disposition leur financement, il ne va pas être forcément fléché, il n'est pas à justifier, contrairement par exemple à pas mal de subventions sur lesquelles il va falloir dire ça, je l'affecte à tel projet en particulier. BPI, on doit démontrer à quoi sert l'argent pour même l'obtenir, le débloquer. C'est ce qui est moins le cas côté banque. C'est ça. En tout cas, pas le cas. Côté bancaire, une fois que l'accord il a été donné, on a l'argent. C'est ça. C'est à la fois pour embaucher, c'est à la fois pour finaliser la R&D, c'est à la fois pour ouvrir une filiale à l'étranger, voilà. Mais on n'a pas besoin de justification de la manière dont est utilisé cet argent. Et j'ai une question qui va nous permettre de donner un peu des exemples concrets, sans donner de nom, parce qu'on n'a pas le droit, mais toi, tu accompagnes des dossiers quand même de toute taille. Donc, tu les accompagnes en étant finalement un intermédiaire pour faciliter finalement à la fois la préparation du projet en termes de BP, de pitch et l'identification des meilleurs acteurs pour pouvoir le financer. Tu accompagnes des projets qui sont en amorçage, mais d'autres en grosse accélération. Et récemment, tu as accompagné un acteur qui a levé 50 millions d'euros, ce qui est quand même ce qu'on appelle une grosse levée en ce moment, pour aller chercher, si je ne dis pas de bêtises, environ 10% de ce montant en dette. Quand on lève 50 millions, pourquoi on a besoin de 5 millions de plus, en fait? Qu'est-ce que ça change? Non, mais parce que moi, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça change finalement à l'histoire de l'entreprise d'aller chercher ces 10% en plus? Qu'est-ce que ça change pour l'entrepreneur? Qu'est-ce que ça change pour le fonds? Et comment, finalement, ce type de dossier, tu l'adresses concrètement?
Oui, c'est vrai que ta remarque, elle est, elle est très pertinente. Ça fait un peu remarque de riche, mais bon. Oui, oui, oui. Bon, alors d'abord, c'est vrai que très concrètement, il y a quand même une histoire, un moment de valorisation de société, hein. Donc effectivement, c'est plus intéressant parfois pour eux d'aller chercher effectivement un bout de dette que d'aller effectivement se diluer inutilement. Donc, sujet de la dilution. Sujet de la Ok. dilution. Bon, il ressort très souvent et malgré tout, il faut pas qu'il soit prioritaire. En tout cas, c'est pas ça qui doit être le driver. Effectivement le fait de chercher du bancaire. Il faut savoir que on parlait des banques tout à l'heure en tant que partenaires. Elles aiment bien s'inscrire à la fois dans la durée, mais bien comprendre l'histoire de la société pour pouvoir l'accompagner au mieux, justement comprendre ces fameux virages qui ont été effectués en se disant au départ c'était tel type d'activité, puis finalement il s'est passé ça dans la société qui fait qu'elle a un petit peu changé d'activité ou de modèle économique, etc. Ça se construit dans la durée et on sait que sur une société comme ça, les besoins vont être grandissants et donc c'est hyper important pour les banques aussi, pour accompagner tout au long de l'existence de la société et sur les besoins et d'être là, etc., de bien connaître et comprendre l'histoire de l'entreprise, ses hommes, ses enjeux. Là où elle a échoué, là où elle a pivoté. Se dire aussi tout bêtement, cette société-là, quand elle me présente un business plan, soit elle s'y tient à peu près, alors c'est jamais le cas et puis c'est pas l'objectif majeur, mais soit elle est complètement à côté de la plaque et c'est quand même compliqué parce qu'on a des chiffres qui sont très décorrélés de ce qui est dit habituellement. Et puis effectivement, ce qui est super important, c'est que la dette, on va la chercher tout de suite, dès lors effectivement qu'on a fait cette levée de fonds pour respecter cette fameuse temporalité là dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a des besoins qui peuvent se greffer en cours de route sur le projet client. Et il va falloir qu'il y ait la trésorerie suffisante pour aller jusqu'à l'étape d'après. Donc, ce qu'elle ne va pas chercher au tout départ, c'est sûr qu'elle n'ira pas le chercher quand elle est à sec de trésor, que techniquement, elle n'a pas fini ce qu'elle avait à faire pour pouvoir aller faire la levée d'après. Ça, c'est pas possible. C'est un peu la poche de sécurité. Donc, c'est une vraie marge de manœuvre. Okay. C'est vraiment se dire, cet argent-là, je le prends tant que je l'ai. Et je ne sais pas, peut-être que j'en aurai besoin. Peut-être que j'en aurai pas besoin. Mais en tout cas, c'est ce qui va me permettre de passer à l'étape d'après de manière sereine. Il n'y a rien de plus désagréable. Anticipé. Bon, puis quand on parle de ces levées sur ces montants-là, souvent, hein, mais plus les fonds levés sont importants, plus c'est des sociétés qui vraiment brûlent beaucoup de cash par mois. Justement, sur cet exemple, c'était quoi ces 50 millions plus ça finance quoi en fait? Eh ben, bon là en l'occurrence sur l'exemple, c'était à quelle je étape? vois bien de l'exemple auquel tu fais référence. Et en fait là, il y avait beaucoup de choses à faire encore, c'est-à-dire que c'était loin d'être dérisqué, donc d'où l'engagement des banques. Donc d'un point de vue tech, d'un point de vue business, d'un point de vue tout, pour le coup réglementaire, et parfois il y a certains sujets qui sont comme ça, c'est la réglementation. Voilà, il y a dans l'agro et dans la santé, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup de marques, de jalons qui sont réglementaires, et tant que c'est pas passé, c'est un peu blanc ou noir. C'est effectivement ça passe, c'est bon, ça passe pas, tu pivotes. Ça y va pas. Ouais, elle pivote ou t'arrêtes. Ou t'arrêtes. Voilà. Donc majeur quand même comme jalon. Et donc là, c'était à la fois passer le jalon et aller un peu plus loin, attaquer du coup derrière la partie, lancement commercial, etc. Donc 2 enjeux majeurs de structuration pour la société. Et ce qui est rassurant dans un dossier comme ça, c'est que souvent, c'est des dossiers avec des projets avec une propriété intellectuelle, très des forte. brevets, une innovation vraiment de rupture, voilà, très bien protégée, qui a les fameux tiers de confiance qui sont aussi très forts. Enfin, il y a un écosystème autour qui est très rassurant, en fait, pour les banques, en disant, OK, ça peut échouer, mais quand même, les moyens sont mis de manière très importante pour y arriver. Et concrètement, d'un point de vue du dirigeant, est-ce qu'il y a un risque à s'endetter personnel pour l'entreprise ou pas? Parce qu'on est quand même sur des projets où tu le dis, la barrière réglementaire ne passe pas,
tu as levé 50 millions, tu as une dette de 5 millions dans ta boîte, peut-être même plus parce qu'on ne compte pas BPI en plus, etc. Est-ce que tu risques des choses en tant que dirigeant ou pas? Alors, c'est un sujet... Parce que ça peut être une peur. Ça peut, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette possibilité pour les banques d'aller chercher la caution personnelle du dirigeant. Mais ça se fait pas trop? Ben, ça se fait parfois. Moi, j'avoue que c'est un sujet pour moi. Je trouve que les dirigeants sont déjà vraiment hyper impliqués, que ce soit dans le risque qu'ils ont pris au départ, que ce soit dans le temps qui est imparti au sujet, que ce soit vis-à-vis de leur famille, de leur entourage. On le sait, enfin, c'est pas des projets... c'est pas des projets faciles. Non, mais c'est vrai. C'est des projets avec lesquels ils dorment. C'est des projets... on parlait du sujet de trésor. Ben, quand vous avez plus de trésor à la fin du mois et que vous avez des salariés, c'est un vrai sujet. Donc bon, moi je sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à condition que les choses aient été bien faites au départ, c'est-à-dire qu'il faut aussi quand même qu'on puisse savoir que ce fameux dirigeant ou ces dirigeants, quand ils sont plusieurs, et c'est plus confortable d'ailleurs, mais est quand même eux aussi un engagement moral, mais donc souvent c'est un peu financier au départ sur ce qu'ils ont mis, parce que c'est bien eux qui sont... qui mènent la barque et qui seront en capacité d'impulser toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce projet, coûte que coûte. Les banques qui vont prêter, elles, ne pourront rien faire à la place du dirigeant. Tout à fait. Les fonds non plus. Donc c'est hyper important. On en revient aux hommes, mais c'est majeur de se dire, il y a bien quelqu'un à bord qui pilote, qui est super engagé. Et du coup, ce petit sujet de caution personnelle, il peut venir parfois quand cet engagement-là de départ n'est pas assez fort. Donc, ça dépend encore une fois de la maturité pas systématiquement. Des projets. Mais il ne vient pas systématiquement. Et ouais, enfin, voilà, moi je te dis, j'y veille particulièrement parce qu'il y a des cas de figure où ça me paraît quand même compliqué de venir chercher une caution du dirigeant. Bah oui, c'est quand même... d'un point de vue dirigeant, au regard de l'ensemble des risques, c'est sûr que ça peut être un frein. Oui, mais voilà, encore une fois... Notamment quand tu as une famille, etc. C'est ça, il faut regarder, voilà, les cas de figure sont tous différents, mais c'est sûr qu'ils sont souvent impliqués vraiment de manière très importante sur le projet. Alors concrètement, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles sont là, bien présentes, elles prennent quand même des risques, parce que finalement, elles raisonnent pas mal sur des people, des projets, et finalement des promesses de roadmap, et plus elles sont crédibles, d'une certaine manière, plus elles vont prendre ce risque. On a un peu le sentiment, vu de l'extérieur, qu'elles sont en compétition, mais toi, ce que tu m'expliques, c'est qu'elles ne le sont pas du tout, au contraire. Et je te pose la question en ce sens parce que j'aimerais qu'on comprenne, quand quelqu'un veut faire appel aux banques, quel est l'intérêt, par exemple, de te solliciter toi, Sylvaine, par rapport à aller voir finalement directement sa banque historique en direct. Qu'est-ce que toi, tu vas finalement apporter aux dirigeants dans cette étape-là de son financement et qui ne vient pas finalement en compétition avec les banques, mais au contraire, en tout cas dans ce que je perçois, finalement plutôt comme un rôle de facilitation globale et à l'inverse, pas du tout de mise en concurrence. Pourquoi ça vaut le coup finalement de venir te solliciter? Et toi et tes équipes, parce qu'évidemment, tu n'es pas toute seule. Et non, je ne suis pas toute seule. Sinon, ça serait un petit peu dur. Et je suis bien entourée. Non, c'est une bonne question. Bien sûr, non, je ne viens pas du tout faire barrière déjà entre le client et les banques. Ça, c'est vraiment majeur. Puisqu'on le disait, c'est nécessaire pour une banque de connaître son client et que la décision, les hommes, l'équipe, etc., fait partie intégrante de la relation. Par contre, le dirigeant, lui, il a un nombre de casquettes incroyable. C'est clair. Souvent, il a une base technique. Souvent, ils sont brillants, brillantissimes. Ils savent faire beaucoup de choses, mais par contre, ils ont un temps réparti pour le faire qui est très court. Et la partie financière, c'est quand même pas le cœur de leur formation ou de leur sujet initial. Et malgré tout, c'est crucial. C'est quand même vraiment surtout dans les deep tech. important, surtout dans les deep tech.
Donc, c'est ce qu'on vient faire, c'est à la fois leur faire gagner du temps, de leur temps homme, pour qu'ils l'affectent effectivement au cœur de leur projet pour faire avancer, parce que c'est ce qu'on leur demande, c'est ce que tout le monde leur demande, c'est les actionnaires, etc. Tout le monde veut que ça avance. Et pour que ça avance aussi, il y a une temporalité pour pouvoir mettre la dette bancaire en place. Donc, comme ils ont déjà été très sollicités lors de la levée de fonds, hein, puisque effectivement, tu l'as c'est eux compris, qui sont sur scène. là, pour le coup, ils se vendent vraiment en tant qu'hommes au cœur du projet, etc. Ils ont besoin d'être quand même très présents sur ce volet-là. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement dans leur labo ou sur le terrain, en tout cas pour pouvoir continuer à dérouler la fameuse roadmap dont on parlait tout à l'heure. Et il y a ce temps qui court et la nécessité de mettre très vite en place de la dette bancaire pour pouvoir aller la chercher, parce que c'est là ou pas. Oui, c'est vraiment dans ce créneau de levée, ça c'est important. C'est dans le dire. Créneau de la levée et c'est pas 6 mois plus tard, effectivement, quand il y aura déjà beaucoup de trésor qui aura été consommé, etc. Et donc c'est compliqué pour eux d'enchaîner toutes ces phases et puis d'avoir quand même à délivrer, à continuer à délivrer sur tout un tas de sujets avec une équipe, quelle que soit la taille de la société, mais qui reste restreinte par rapport à la structuration qu'il doit y avoir dans quelques mois. Donc en parallèle, ils doivent embaucher les bons profils. Enfin, c'est quand même un exercice d'équilibriste. Ouais. Je compare souvent, je trouve que l'image assez parlante de cet entrepreneur qui est sur une slackline, qui doit justement aller à son objectif qui avec est un grand vide en dessous de lui. Voilà. Alors souvent, c'est que il s'est lancé parce qu'il a confiance et que il sait faire en tout cas certaines choses de manière brillante, pas forcément tout. En tout cas, la slackline, elle bouge et puis il maîtrise pas tous les éléments dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vents contraires, il peut y avoir On sent la montagnarde quand même. Des phases de R&D qui peuvent être un peu plus longues que prévu. Il peut y avoir, on en parlait, le réglementaire qui est pas simple non plus. Il y a les financements à aller chercher au milieu. Donc, on parle bien sûr de la dette bancaire, mais il y a toute la partie aide qui est importante et qui va se greffer les tout au aides long européennes, du parcours, qui sont une grosse brique de la deep tech. Voilà, donc au milieu de ça, il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur ce qu'il va pouvoir aller chercher ou pas. Donc, il a des ancrages de part et d'autre, et ça, c'est confortable. Et ça, tout ça, c'est le fameux écosystème, c'est tous les sachants autour de lui, c'est tous ceux qui vont pouvoir lui apporter de l'aide, etc. Mais malgré tout, ça reste un exercice assez périlleux. Et donc, je trouve hyper intéressant qu'il reste focus sur son objectif, qui est quand même l'innovation, son produit, ce qu'on veut, mais voilà. La roadmap technique, le fait d'aller vendre. Ce pourquoi il a créé cette société-là, et qu'autour, il puisse se dire que ce qu'il peut déléguer, il le délègue. Bon, puis il y a un point qui est super important par rapport à mon positionnement en moi, c'est que, ayant travaillé en banque, et c'est le cas de toute l'équipe bancaire chez nous, on parle le même langage en fait que les banquiers. Et donc on comprend, on arrive, c'est une sorte de traduction en fait de ce fameux langage technique du dirigeant en un langage bancaire. Non pas que les banques ne comprennent pas ce langage technique, parce qu'elles savent très bien le faire, mais il y a vraiment ce rôle de facilitateur de monsieur le dirigeant. Vous m'avez exposé tout votre projet, j'ai toute la documentation qui va bien, etc. Et plutôt que d'aller le redire 3, 4 fois, 5 fois à plusieurs banques sans trop savoir ce que vous cherchez exactement, on fait ce travail ensemble de cohérence, de ok, j'ai un besoin, est-ce que c'est vraiment celui-là? Tu challenges en fait. Ah ben ça, tu challenges beaucoup. Quand un dossier part aux banques, il a toujours été challengé sur cette histoire dans le jargon de bancabilité. Est-ce que c'est le bon montant qu'on peut aller chercher, ou est-ce que ça colle pas? Et donc, effectivement, il y a cette notion de cohérence entre, du coup, ce qu'on va pouvoir recueillir comme information et la façon dont on le demande finalement, quand on s'est dit, voilà, ce qu'on avait, ou alors c'est pas le bon moment, c'est pas tout de suite, c'est pas comme ça, etc. Mais en tout cas, on a challengé tout ça. Donc, toi, tu l'aides à structurer et rendre cohérent ce projet en respect des attentes des banques. Tu l'aides aussi à faire tout ce qui est, un peu chiant, c'est-à-dire toute la partie opérationnelle. Non, mais c'est...
on le vit tous à l'échelle personnelle, mais on sait bien que faire un prêt auprès d'une banque, c'est quand même aussi beaucoup d'administratif. Donc, vous l'aidez à structurer ce dossier opérationnellement, à challenger le BP, à faire les hypothèses, etc. Et est-ce que aussi tu l'aides à structurer finalement les bons partenaires bancaires? Parce que j'ai compris qu'il y avait pas, il y avait rarement qu'une banque sur ce type sur ce type d'opération. Il y en a souvent plusieurs. Est-ce que c'est toi et tes équipes aussi qui accompagnaient la structuration de ces consortiums? Et si oui, comment tu fais pour le faire? Oui, Comment tu identifies en fait alors les bonnes banques pour le bon projet, quoi? oui, c'est très très rare que les banques y aillent seules, hormis au tout départ, parfois en parallèle d'un Mmh. prêt d'honneur, etc. Mais c'est une vraie volonté et c'est un équilibre qui s'est vraiment trouvé au niveau bancaire de se dire on préfère y aller à plusieurs, même petits, mais ensemble, souvent à équité, pour pouvoir accompagner la société dans tous ses besoins. Donc elles bossent ensemble, quoi. Elles bossent ensemble. Pour un client, ce qui est pas mal, c'est que ça lui permet aussi d'avoir deux interlocuteurs bancaires. Si un est un peu moins disponible à un moment, ben, il a l'autre interlocuteur. Et puis, du coup, il a toujours une réponse à son besoin et qui est facilitée par le fait qu'effectivement le risque soit partagé. Par contre, au départ, celui qui se lance ne sait pas forcément où il doit avoir cet interlocuteur bancaire. Donc, c'est hyper important d'aller vers un interlocuteur dédié innovation. Comment tu les trouves, Quand toi? c'est bien le cas, en fait, alors c'est pas le cas dans toutes les banques, mais dans beaucoup de banques, il y a une filière innovation. Après, c'est très disparate quand même en fonction Selon les des banques. régions et les banques, Mm. la maturité de la filière innovation. Donc effectivement, nous, on les connaît, on travaille au niveau national, donc on connaît l'ensemble des acteurs de la filière, ça c'est intéressant. Certains ont aussi leur domaine d'activité de prédilection. Certains ont des montants au-delà desquels ils ne peuvent pas aller. Certains ont des critères spécifiques. Certains ne vont pas y aller, pré-commercialisation, d'autres aussi. Ça, c'est des choses que tu sais, en fait. Voilà. Ça te permet de gagner du temps. En fait, c'est vrai que sans savoir tout ça, c'est pas si simple pour le dirigeant d'y aller. Après, l'écosystème, quand même, souvent connaît les acteurs bancaires et les acteurs bancaires, entre eux, se connaissent et se recommandent, etc. Par contre, dans la finesse des critères, c'est vrai qu'à force de faire des dossiers, on sait assez bien vers quel interlocuteur on peut envoyer le dossier. Par contre, c'est au moment des levées de fonds, souvent qu'il y a un nouvel interlocuteur bancaire qui arrive dans la boucle parce que le besoin est un peu plus important. Et donc, au lieu d'une banque, c'est deux banques. Au lieu de deux banques, c'est trois banques. Ça peut être un peu plus. Mais toujours dans cette idée que ces partenariats soient pas là juste, enfin que ces entrées en relation au niveau des banques soient pas là juste pour la mise en place du prêt, mais bien pour travailler dans la durée avec le client. Ça, c'est majeur. Mais j'imagine que quand les banques se positionnent à plusieurs sur une levée importante, elles ont aussi d'autres intérêts au-delà de leur proposer une dette. Elles peuvent avoir l'intérêt d'héberger leurs fonds. Elles peuvent avoir l'intérêt aussi d'être peut-être à terme leur banque d'affaires. Est-ce qu'elles arrivent à s'entendre là-dessus? C'est une question un peu... La répartition, elle est assez simple et la règle du jeu, elle est vraiment connue. C'est que une banque ne fait pas un crédit, ce qu'on appelle sec. Ça lui sert à rien puisque le risque, on le disait tout à l'heure, est quand même pas négligeable, loin d'être négligeable. Et donc, c'est important pour elle d'avoir en contrepartie des flux, de la trésor, un placement effectivement de la levée de fonds, les comptes des dirigeants. C'est ça. Enfin voilà, en tout cas, de travailler réellement avec le client. Et donc, sur la répartition des flux, les choses sont assez simples. C'est que si la dette, elle a été partagée en 3, les flux doivent être partagés en 3. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça implique quand même un petit montage derrière. C'est très clair. Est-ce que, pour finir un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner le dossier, sans mentionner de nom toujours, mais que tu as aidé à faire financer et dont tu es vraiment fier, et nous donner peut-être tes 2-3 petits conseils, tes 2-3 petits takeaways pour ceux qui vont écouter cet épisode et qui doivent amorcer justement cette démarche-là. Ta petite fierté, ouais, alors, ton petit dossier bonbon. Après, bon, moi,
j'avoue que j'aime vraiment l'humain. Donc, les dossiers sur lesquels... Il y a les dossiers, d'une part, il y a ce qu'on arrive à faire, et puis il y a les histoires d'hommes derrière. Ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est aussi pour ça que je dis que je veux surtout pas faire barrière, effectivement, entre les banques et le projet, et les dirigeants, du coup, parce qu'il y a vraiment cette histoire humaine derrière. Euh, et... quand on arrive vraiment à saisir que la manière dont on prend le dossier, dont on est proactif, les solutions qu'on va pouvoir proposer arrivent à faire perdurer, enfin avancer un projet, et que derrière on se rend compte du nombre d'embauches que ça va générer. On parlait du côté souveraineté, mais de l'implantation de sites, de l'impact que ça va avoir, etc. La fierté, il ne faut pas l'avoir que pour soi, parce que c'est vraiment un ensemble d'acteurs, et vraiment le rôle de chacun est super important. Les régions sont très impliquées aussi là-dessus. Enfin, c'est vraiment, il ne faut rien négliger, parce que chacun contribue justement à ce que ça puisse fonctionner. Mais quand on a des merci de la part du client, quand on a des merci de la part des banques pour avoir facilité et fait en sorte que du coup les choses puissent avancer de manière plus rapide et plus efficace que ça aurait pu être sans notre intervention, c'est là où on se dit qu'on a tout gagné. donc c'est vraiment ça, c'est contribuer justement à cette souveraineté et à ces dossiers pas simples sur la mise en œuvre. Et ton petit takeaway à celui qui commence justement là, sa levée et qui va commencer à aller voir ses banques, ça serait quoi ton conseil? Il y en a plusieurs. Tu peux en avoir 2 ou 3 si tu veux. Non, il y en a plusieurs des conseils, mais c'est vraiment déjà aligner effectivement sa fameuse roadmap techno avec sa roadmap financière. C'est de se dire, vraiment comptabiliser tout ce dont il a besoin pour avancer et le rendre cohérent avec la vision en trésor qui est majeure, tu l'as compris. Et donc se dire... Je me pose vraiment pour globaliser l'ensemble des besoins. S'il faut, je ferai des coupes après, mais dans mon monde idéal, c'est ce que tu challenges, en fait, voilà. C'est ce que tu travailles. Mais ça, c'est hyper important que ce soit du coup très préparé, concret, factuel, et que ça soit pas quelque part qu'il n'arrive pas en touriste, si tu veux, en se disant je viens voir combien je peux avoir, puis je vais faire derrière le nécessaire avec ça. En fait, c'est partir. C'est plus l'inverse. Tu pars de ton besoin hyper argumenté, voilà. Pour demander ce dont on a besoin. C'est pas combien je peux emprunter, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que souvent le réflexe c'est de faire l'inverse. Oui, non, mais c'est intéressant que ce soit effectivement pour les bonnes raisons, et donc que ça soit effectivement factuel. Après, bon, cette notion de temporalité, elle est majeure. Donc, c'est se mettre en ordre de marche pour pouvoir le faire dans les temps impartis et pas louper d'opérations, que ce soit en termes de subventions, que ce soit en termes d'aide. On parlait de prêt d'honneur au départ. Enfin, il y a tout un tas de la bourse French Tech, effectivement, qu'il ne faut pas louper, etc. Mais du coup, ce calendrier, il est majeur pour arriver à tout combiner, à faire les petites étapes les unes après les autres. D'où l'intérêt de l'ingénierie globale. Et voilà, et c'est le même cas côté dette bancaire, bien évidemment. Donc, il faut être le plus ponctuel possible pour venir la chercher. Et puis, j'ai souvent cette question des clients, donc je m'en ouvre ici. C'est important d'être très transparent. Pour moi, la notion de confiance, elle est majeure. C'est-à-dire que il ne faut pas juste venir chercher sa solution de financement et derrière broder toute une histoire. C'est que quelque part, il y a une situation, elle est comme elle est. Les banques, elles ont besoin de comprendre et de connaître qui elles ont en face, comment ça va se passer, etc. Pour moi, cette notion de partenariat et de confiance, elle est vraiment majeure. Alors, sur plein d'autres sujets, mais là aussi, voilà. Et là plus que jamais, parce qu'il y a quelque chose qui s'initie dans la durée. Donc, c'est pas venir raconter quelque chose qui n'est pas possible ou qui n'existe pas. C'est vraiment exposer une situation
et derrière fédérer autour pour que l'ensemble de tous ceux qui savent, de l'écosystème, de tous ceux qui ont envie, et il y en a un paquet qui aident à tous ces projets, C'est vrai. Ensemble trouvent la solution. Merci beaucoup, Sylvaine. De rien. Merci Tu vas à en toi. éclairer plus d'un, je pense. J'espère. C'est sûr. Merci beaucoup. À bientôt.